J'ai grand plaisir pour cette deuxième présentation de présenter David Diallo, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur de nombreux sujets. David Diallo, qui est américaniste, qui est un des co-organisateurs de cette journée et dont les derniers ouvrages portent dans l'ordre sur l'engagement des audiences de l'audience du rap, sur la présidence Trump et sur la loi et l'ordre racial, c'est-à-dire le droit comme instrument d'oppression des Noirs aux États-Unis. Oui, merci Nicolas pour ton introduction. Donc à mon tour de remercier à la fois tout d'abord je voulais remercier bien sûr la MSH pour son soutien et son accompagnement pour la mise en place de ce colloque, de cette manifestation. Bien sûr Marie avec qui cela a été un plaisir et ça continue d'être un plaisir de travailler. Et donc je la remercie de m'avoir associé gentiment à l'organisation de cette manifestation. Et enfin, merci aux collègues aujourd'hui et demain qui ont répondu favorablement à notre invitation. C'est toujours agréable de pouvoir, lorsque l'on propose une idée de manifestation scientifique, de pouvoir contacter des collègues qui acceptent de venir pour présenter leurs travaux et partager leurs réflexions avec nous. Il s'agit on l'a vu, de chercheurs confirmés, mais aussi de jeunes et jeunes chercheurs. Donc, merci à vous. Alors, ça a déjà été expliqué ce matin par Nicolas au sujet des États-Unis, dans l'article d'Adrienne Stone, une réorientation des principes sociétaux peut mener à la remise en question de la scientificité de certains travaux. Leur tonalité, la connotation idéologique qu'on leur prête, procéderait alors d'une sorte de positionnement et d'engagement politique quant à leur motivation, leur éthique et leur impact. Alors dans son plaidoyer, on l'a compris ce matin, Stone donne comme motif du skull activism une réaction à des crises constitutionnelles récentes. D'autres disciplines, Marie l'a dit, ont précédemment et dans des contextes de changements sociétaux également connu des discussions tout aussi engagées, on l'a vu, on vient de le voir avec les sciences économiques, sur un manque de clarté supposé entre recherche et engagement. Alors, par cohérence, je précise que j'emploierai le terme anglais activism ici comme désignant un soutien intellectuel d'un cadre idéologique, dans le sens français de, si vous voulez, de militantisme, mais dénué de ses connotations partisanes. Donc, la discipline sur laquelle je vais me pencher en sciences sociales et sur laquelle cette étude de cas que je vais discuter porte est une branche de la sociologie états-unienne, on appelle l'ethnographie urbaine, qui est à la croisée de la sociologie et de l'anthropologie, et où le questionnement de Stone aurait toute sa place, puisque la discussion sur laquelle je me penche illustre, comme Mathieu vient de le faire un peu avant, précisément, la tension weberienne entre le savant et le politique, dont il a déjà été question ce matin, et sa variante contemporaine entre scholar et activiste. Alors dans cette communication en deux temps, je présenterai tout d'abord la controverse en question, en la divisant en deux parties, tout d'abord son amorce puis son développement, puis proposerai dans un deuxième temps une réflexion sur les échanges d'écrits et ce qu'ils nous disent des tensions entre ces deux positionnements, scholar et activist. Donc dans un premier temps, il s'agira de la restituer dans ses grandes lignes. Donc, en mai 2002, The American Journal of Sociology publie un échange sur l'ethnographie urbaine avec une très longue recension rédigée par un sociologue, Loïc Vacan, de 3 ouvrages. Donc une recension, c'est un compte-rendu de lecture et sa publication sera immédiatement suivie dans ce numéro des réponses des auteurs des ouvrages en question. Donc, il s'agit de ces 3 ouvrages, No Shame in My Game de Catherine Newman, Code of the Street de Elijah Anderson et Sidewalk de Mitchell Dunayer. Donc, dans un texte de plus de 60 pages, intitulé, on le voit en haut, Scrutinizing the Street Poverty, Morality and the Pitfalls of Urban Ethnography, Vacan décortique, critique, je pourrais même dire dézingue, vertement les travaux de ses collègues, lesquels proposent une vision du ghetto et de ses résidents, selon lui, problématique. En gros, donc dans le premier, No Shame in My Game, c'est The Working Poor in the Inner City. Newman se penche sur les travailleurs pauvres dans la restauration rapide aux États-Unis. Code of the Street,
oppose symboliquement un code de la rue decent et street. Et Sidewalk se penche également sur ces bouquinistes clandestins que l'on trouve, vous savez, un peu comme ceux qu'on a sur les quais de Paris, dans cette économie informelle, mais dans un quartier en pleine gentrification à New York, de Chelsea, au début des années 2000. Donc il s'agit principalement il pourrait s'agir de sociologie du travail, mais on demande à Vacan, qui travaille sur les inégalités raciales, de se pencher sur ces ouvrages. Donc dans ce texte de plus de 60 pages, je l'ai dit, il se penche dessus, et chacun répondra dans le même numéro, je l'ai dit, aux conclusions sévères de Vacan. Donc on voit, Anderson répond dans un texte intitulé The Ideologically Driven Critique. Dunayer répond dans un article intitulé What kind of combat sport is sociology? Et Newman, my favorite, No Shame, vous voyez la référence à l'ouvrage d'origine, The View from the Left Bank. Donc, l'auteur de cette recension, Loïc Vacan, est sociologue à Berkeley, la prestigieuse université de Berkeley, dans le département de sociologie. Son travail en ethnographie urbaine a influencé plusieurs chercheurs, dont je fais partie. Vu que Mathieu s'est situé, je fais la même chose, et ce dans les Urban Studies. Et notamment, je me suis appuyé sur son travail sur la mise en lumière du stigmate social du ghetto, de la désolation urbaine de ces sites de relégation aux États-Unis. Nicolas l'a dit rapidement, j'ai travaillé sur la musique rap aux États-Unis, de la fragmentation sociale et du sentiment de démoralisation collective que l'on trouve dans ces lieux, les ghettos états-uniens. Et au cœur de son travail, Vacan soutient la théorie selon laquelle les urban outcasts, les parias urbains en français, sont impuissants et désarmés face à la violence symbolique du stigmate lié au ghetto, lié au territoire, et ce, à l'ère du capitalisme néolibéral post-Reagan. Et ce, à l'inverse, alors il était question d'école, de courant et de méthode, à l'inverse des thèses défendues par les trois auteurs de ces ouvrages, dont les travaux proposent des contre-récits à son point de vue. Donc, c'est donc de cette position dans le champ, ce matin, Nicolas, tu parlais de savoir situer, ce qui permet de comprendre d'où parlent ces chercheurs, que Vacan rédige son compte-rendu de lecture. Alors, quelle est donc sa teneur critique? Quels sont les reproches qu'il fait à ses collègues? Donc j'ai essayé de faire monter le suspense pour y arriver. Donc je vais vous proposer un florilège de certaines critiques. Je dis le texte est long, il fait plus d'une soixantaine de pages, fait par Vacan à ses collègues. Donc il décrit leurs travaux comme lacunaires, aux analyses partielles et partiales, construits sur, je cite, des clichés, se contredisant sans cesse, il parle de discordance, et aux accents moralisateurs. Il y note également un conservatisme manifeste du style c'était mieux avant en fait. Pourquoi les jeunes n'écoutent pas les plus âgés? Il y note donc ce conservatisme et une théorie également du choix rationnel qui est selon lui déconnectée de la réalité sociale du ghetto qui est victime d'une infrastructure sociale violente contre laquelle on ne peut pas lutter. Et il souligne enfin chez Newman une prose qui, selon lui, une langue qui omet des questions de classe, de lutte, d'exploitation et de domination. Donc ces trois livres proposeraient, selon lui, des, je cite, récits néo-romantiques aux conclusions contradictoires, avec des observations qui sont relevées sur le terrain, mais qui sont mal lues, et qui fait que ces livres se lisent, comme il l'écrit, like business tracts in praise of low wage work. Donc en gros, ils font la promotion de la mise en place d'un système capitaliste qui exploiterait avec de bas salaires des populations marginalisées. Dernière raison pour laquelle, selon Vacan, ces livres se seraient vus accueillis favorablement, consacrés, récompensés de prix prestigieux. Et ce, donc je le répète, dans un contexte post-Reagan de désengagement de l'État et de criminalisation de la misère. Donc on se retrouve avec ces trois livres encensés dans un climat politique où l'idéologie dominante et celle qui est véhiculée dans les médias de masse aurait façonné le regard public sur les ghettos et sur les politiques publiques à mettre en place.
Donc, comme il l'écrit, on voit The Neuromantic tales spun by Dunayer, Anderson and Newman at the close of the progressive 90s suggest that US sociology is now tied and party to the ongoing construction of the neoliberal state. Donc, ces sociologues seraient, selon lui, complices d'une idéologie néolibérale montée en puissance sous Reagan, puis entretenue jusqu'au début des années 2000. Donc, on voit, comme il l'écrit, The policies advocated by Newman then are not liberal, but distinctly neoliberal. Donc, nous avons ici une critique, disons, à deux lames. Une première purement scientifique, une querelle de chapelle ou de courant ou de méthode ou d'école, qui est attendue dans les discussions et les débats scientifiques. Alors, Vacant ici parle de prétendue faiblesse d'ordre théorique, méthodologique, ce qui fait que, selon lui, ces ouvrages sont une sorte de... il est très méchant, de journalisme mou et moralisateur. Et on a une seconde lame qui est ici, en tout cas, explicitement idéologique. Comme il le dit, tied and party to the ongoing construction of the neoliberal state. Donc, je l'ai dit, avec la promotion de l'atrophie de l'État-providence et de l'hypertrophie d'un État policier. Donc, des critiques très sévères auxquelles, bien entendu, les auteurs ont répondu, puisque le journal, la revue scientifique, leur a donné un droit de réponse. Des réponses, je l'ai dit, au titre explicite. Donc, Newman, je vais revenir au titre, c'est ici, No Shame, The View from the Left Bank, écrit... Vacant's essay is less a review of three ethnographies about the inner city than a throwback to the sectarian days when leftists who failed to toe the party line were deemed objective enemies of the working class. End quote. Donc, en gros, c'est l'œuvre du regard biaisé d'un gauchiste à côté de la plaque. Une critique non valable d'après Vacant, qui répondra dans un ouvrage paru l'année dernière. Il dit « Elle me dépeint comme un gauchiste français incontrôlable. Pour continuer, qui veut noyer son chien dit qu'il a la rage. » Donc, les trois autres sociologues lui reprochent également ses œillères, sa fixation idéologique sur les comportements déviants au détriment des travailleurs pauvres du ghetto et de leur éthique du travail, négligée, selon eux, par Vacant, qui est omnibulé par les hustlers et les personnages déviants du ghetto. Et il lui reproche également une posture politique suffocante, monochrome, pauvre, parcellaire et partielle. En gros, c'est celui qu'il dit qu'il est. Et donc... pour écrire, ah non, c'est juste ici, voilà. What then are we to make of Vacant as a critic, an ethnographic observer, and a theorist, given what he has delivered to the profession in this piece? On the first count, I submit that he is so doctrinaire that he cannot help himself when the urge strikes to distort the work of those who do not share his ideology. End quote. Donc on voit ce déplacement, ce glissement entrepris par Vacant, du terrain scientifique au terrain idéologique. Et on retrouvera le même type de reproche chez les deux autres sociologues qui lui reprocheront son biais idéologique. D'ailleurs, on a vu le titre de la réponse d'Anderson et The Ideologically Driven Critique, où il lui reproche ainsi son dogmatisme dans sa mise en application de la sociologie bourdieusienne. Une balle perdue d'ailleurs, il écrit « Vacant is no Bourdieu ». End quote. Il lui reproche également son absence de nuances et de minorer l'approche interactionniste qui met, selon lui, en lumière une réalité bien plus complexe que celle que ce que Vacant laisse penser avec sa grille de lecture et ses préconçus trop rigides, selon eux. Et pour, au final, et comme Dunayer, rejeter les critiques de Vacant et en conclure que, ici... Vacant injects ideology into social science to an extreme degree. Donc aussi, donc je l'ai dit très rapidement, Vacant en 2023, l'année dernière, a publié chez Raison d'Agir, une maison d'édition française, une version traduite de sa recension. Et en l'enrichissant de pistes réflexives sur la rigueur méthodologique qui a été compromise selon lui par ses collègues américains. Il parle d'ailleurs non pas comme collègue, mais comme individu épistémique, chantre de l'empirisme moral, en les invitant, et les chercheurs en ethnographie urbaine, à davantage de rigueur. Et donc selon lui, il n'aurait fait avec ce compte-rendu de lecture que questionner la démarche sociologique de ses collègues, coupable, selon lui, d'oubli des fondamentaux
fondamentaux de la sociologie que sont la réflexivité. Il a été question de ce texte à plusieurs reprises de ce terme ce matin. Quant au rapport au terrain, à la rupture avec le sens commun et la morale, et enfin ceux dans la construction de catégories d'analyse. Reproche que l'on ne pourra pas lui faire au regard de son approche réflexive étoffée. Alors, que nous dit cet échange et en quoi est-il pertinent dans le cadre de la réflexion engagée aujourd'hui? Il me semblait pertinent, déjà il fait suite parfaitement à la présentation de Mathieu. Et il est un poil différent puisque ici on a une je savais que j'allais trébucher là-dessus, une amalgamation d'éléments scientifiques et idéologiques au sein même d'un compte-rendu de lecture dans une revue scientifique. On a à la fois scholarship et activism. Donc on voit chez tous, aussi bien chez Vacan que chez ses trois collègues, un ancrage théorique interprété comme idéologique. Si vous avez choisi une école de pensée, c'est que vous êtes affilié à un courant idéologique spécifique. Alors, tout d'abord, sur le plan scientifique, strictement, on retrouve deux approches contrastées, frontalement opposées pour Vacan, ce qui donne lieu à une critique, il est vrai, sans trop de nuances, des travaux de ses collègues. D'une part, des travaux qui s'inscrivent résolument dans une tradition interactionniste symboliste. En gros, ça veut dire qu'il propose une perspective individualiste dans laquelle les phénomènes sociaux ne peuvent se comprendre qu'en prenant en compte les logiques individuelles et le choix rationnel. D'accord ? Donc, tout ce que l'on fait découle d'un choix individuel et rationnel. Et de l'autre, on a la grille de lecture de Vacan, nourrie au structuralisme génétique de Bourdieu, et selon laquelle la société est pensée à travers le paradigme de la domination, une domination qui se doit d'être mise à jour par l'analyse des structures, de leur genèse et de leur capacité d'intériorisation chez les individus. Donc, si Vacan rejette avec autant de force les résultats scientifiques des travaux de ses collègues, c'est principalement car, selon sa propre perspective holiste, l'explication et l'analyse reposent sur des entités, sur des structures de domination qui dépassent des individus dotés de choix rationnels. Donc, c'est un argument explicatif va clairement à l'encontre de celui de ses collègues et, selon lui, le dépasse ou le supplante, puisqu'il nie les capacités d'auto-émancipation de la domination des travailleurs décrites par ses trois collègues. En gros, la domination symbolique est tellement forte dans le ghetto que, certes, on peut prendre quelques exemples de personnes qui arrivent à s'en sortir en prenant des emplois sous-payés à McDonald's, mais ce n'était pas la solution aux politiques publiques à mettre en place. Donc, également, j'ai dit, ça c'est pour le volet purement épistémologique et scientifique. En revanche, cet échange vient s'ancrer précisément au cœur de nos réflexions du jour, car il met en lumière une disqualification explicite des travaux universitaires en raison d'un biais idéologique. On voit, donc pour Vacan, les autres sont des néocons, et pour les autres, Vacan est un ideologically driven leftist. Donc on en a une amalgamation d'un travail universitaire, scholarship, avec un activisme ou un engagement idéologique. Et cet amalgame qui vient brouiller les pistes et les frontières entre scholarship et activism fait écho, on l'a vu, au texte de Stone, mais également à un texte rédigé un an avant ce compte-rendu de lecture par Bourdieu intitulé « Pour un savoir engagé ». Où Bourdieu discutait, comme nous aujourd'hui, du positionnement équivoque entre intellectuels et militants et de la possibilité comme chercheur, je cite, de penser la politique sans penser politiquement. Fin de citation. Alors, donc, comme Stone, mais dans un lexique différent, Bourdieu cherche à démontrer que, loin de s'opposer, les sciences sociales et le militantisme peuvent constituer deux faces d'un même travail et qu'analyser et critiquer la réalité sociale permet de contribuer à sa transformation. C'est ce qu'on doit faire comme chercheur. Alors très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas de double standard? Car ici, tous les auteurs, en présentant leur travail et en rédigeant des ouvrages, ont en principe suivi cette logique en proposant un travail d'analyse et de compréhension du monde social. Donc ici, il s'agit du ghetto noir, et certes avec des conclusions discordantes. Et conclusions qui peuvent donner lieu à la mise en place, par exemple, de politiques publiques ou d'interprétations différentes, aussi bien libérales que conservatrices. Donc ce qu'il faudrait faire, donc chaque travail devrait s'appuyer sur ce que Bourdieu appelle scholarship with commitment. Donc c'est-à-dire, il faut, pour être un vrai savant,
engagé, légitimement engagé, engager un savoir. Et ce savoir ne s'acquiert que par le travail scientifique savant, soumis aux règles de la communauté savante. Et ici, dans notre controverse, la communauté savante, elle est incarnée, soutenue et défendue par Loïc Wacquant. Donc d'après Wacquant, pour cela, les travaux de ses collègues ne respecteraient pas les règles de la communauté savante, dont il se présente comme garant, à l'époque, je l'ai dit, dans son livre un peu plus étoffé, paru l'année dernière. Donc, si cette position, qui est celle de Wacquant, dans sa posture de résistance à la politique néolibérale, il se sent obligé, mu par cette position de chercheur engagé, de fournir des instruments de décodage contre l'effet symbolique qu'exercent ces trois experts engagés. D'ailleurs, Bourdieu, dans son texte, dit il faut les appeler tels quels. En fait, il s'agit d'experts engagés. Et termes dont on peut se défaire uniquement avec un gros et lourd travail de réflexivité sur son approche. Donc c'est une spécificité qui est difficile à maintenir et à défendre, puisque certes Bourdieu s'était déjà penché dessus, un peu plus tôt Michel Foucault s'était déjà penché dessus dans un texte intitulé « La fonction politique de l'intellectuel ». Et plus récemment donc le texte de Stern au cœur de la réflexion d'aujourd'hui. Cette difficulté provient du fait que lorsque l'on est chercheur, il faut donner l'impression de soutenir que la science, en tout cas c'est ce que fait Wacquant, la science n'a pas besoin d'être neutre pour être objective, et que dans le cas des sciences sociales, puisque dans n'importe quelle autre science, selon Wacquant, le scientifique peut être engagé politiquement sans confondre les deux, et ce qui est le plus important, l'être précisément en tant que scientifique et en vertu de ce qu'il sait. Alors une difficulté soulignée encore, voilà, on y est depuis le savant et le politique, on est encore là aujourd'hui à se poser ce type de questions. Et cette difficulté avait d'ailleurs été soulignée en 2013 par Bernard Lahire dans un article intitulé le savant et les politiques, à quoi servent les sciences sociales, et où il s'interrogeait également sur l'utilité sociale des politiques ou politiques des sciences sociales. Donc cet échange montre également les difficultés concrètes du passage de la pertinence et de la compétence scientifique à l'utilité sociale et politique, et aussi bien chez les travaux de Newman, Dunayer et Anderson que dans la position de Wacquant. Pour conclure, je voudrais donc m'appuyer sur ce texte de Lahire qui termine son article avec ces mots. « Reste donc à penser le plus correctement et le plus lucidement possible les voies concrètes par lesquelles les chercheurs en sciences sociales peuvent, sans tuer ou affaiblir le scientifique qui est en eux, contribuer utilement à la réflexion et à l'action publique. Vaste programme. » Puisque plus de 20 ans après, et après de nombreuses polémiques, nous sommes toujours aujourd'hui à nous demander et à réfléchir à cette tension entre scholarship et activism. Merci beaucoup.